North right clamp, south fox, H top pass 38, top gun BXP sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Salut à tous et bienvenue chez Le Punter pour un nouvel épisode. Alors on va parler de cette 4e semaine à NFL, à plusieurs points à discuter, à retenir. On a eu un superbe programme ce week-end, pas seulement en NFL, aussi en NCAA. Et on va parler beaucoup de NCAA, de football universitaire dans cet épisode. Donc beaucoup de points à aborder aujourd'hui. Ne perdons pas de temps, c'est parti. Alors commençons avec les tops, les flops du week-end. Commençons avec Jackson Dart, le pari gagnant des Giants. Des débuts quasi parfaits pour le jeune quarterback, le rookie Jackson Dart. Un rushing touchdown, une passe de touchdown, pas d'erreur et une première victoire pour les Giants qui faisait d'ailleurs tomber les Los Angeles Chargers qui étaient invaincus jusqu'alors. Alors, Dart, qu'est-ce qu'il nous a montré? Il nous a montré un sang-froid impressionnant dès le début du match, avec un premier drive de 89 yards, 9 jeux, qu'il concluait lui-même sur un QB run, c'est-à-dire un rushing touchdown de 15 yards, où il faisait étalage de sa vitesse et son explosivité. Un autre exemple impressionnant de son sang-froid, c'est qu'il n'a jamais paniqué. Il n'a pas tenté de lancer désespéré, un peu à la Russell Wilson, et il complétait quasiment 50% des troisièmes downs de son équipe. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Maintenant, le plus dur commence pour lui, car maintenant, il va falloir confirmer face à des équipes qui vont étudier son jeu, avec des séances vidéo, ces équipes seront mieux préparées pour stopper le jeune quarterback. Et aussi, il va devoir faire malheureusement sans son meilleur receveur, Malik Neighbors, qui s'est apparemment gravement blessé au genou et il est sans doute forfait pour le reste de la saison. Un autre top, ce sont les Jacksonville Jaguars. Alors certes, ils ont gagné à San Francisco grâce à 4 turnovers qui les aidaient beaucoup ce dimanche. Mais après les fumbles, les interceptions, c'est pas seulement de la chance, il faut aussi les provoquer. Et les Jaguars, ils ont simplement très bien joué. Ils ont fait un très bon match en attaque, que ce soit dans les airs ou au sol. Les joueurs de Liam Cohen, ils gagnaient des yards, ils avançaient, ils ont signé un total de 325 yards, c'est très bien. Cohen, il a vraiment permis au quarterback Trevor Lawrence de retrouver un peu de confiance en soi. Il a aussi réussi à mettre en place un jeu au sol efficace avec un Trevor Etienne retrouvé et des débutants comme Bayshul Tutton et LeQuint Allen qui contribuent d'entrée. Avec 3 victoires en 4 matchs et une défaite de très peu à Cincinnati, le futur, honnêtement, il s'annonce assez prometteur pour les Jags, sachant que d'ailleurs que les stars, Travis Hunter et Brian Thomas, ils sont pour le moment très discrets. Alors imaginez comment cette équipe va performer une fois que ces deux receveurs vont enfin retrouver leur niveau. Un autre top, c'est les Pittsburgh Steelers et leur jeu au sol retrouvé. Après, c'est vrai que pour gagner ce match, ils ont été bien aidés par une défense qui a vraiment sorti les crocs et les barbelés. 10 plaquages causant des pertes de yards. Ils ont forcé Wentz à 2 lancers interceptés. Au sol, même sans leur coureur star Warren, absent sur blessure, Pittsburgh, il trouvait le moyen de parcourir 130 yards au sol avec l'ancien Eagle Gainwell, qui gagnait quasiment 100 yards à lui tout seul. Il marquait 2 touchdowns. Le rookie Caleb Johnson, il contribuait lui aussi avec plusieurs courses. Et surtout, il se rattrapait de sa boulette face aux Seahawks il y a 15 jours. Alors oui, les joueurs de Mike Tomlin sont pragmatiques, physiques et très loin d'être spectaculaires, mais tout ça, je pense que Tomlin, il s'en moque complètement. Et en plus, pour l'instant, ça leur suffit pour être en tête de l'AFC Nord. Chez les flops, on va parler des Tennessee Titans, parce que là, entre Callahan et Cam Ward, il y a vraiment un problème. Callahan, l'entraîneur, il avait posé tous ses espoirs dans le quarterback rookie à l'intersaison, on a vu. Mais le rookie doit faire sans une ligne offensive solide, sans jeu au sol efficace pour l'accompagner, et sans receveur de qualité. Autrement dit, cette stratégie, c'est la catastrophe assurée.
Et d'ailleurs, Cam Ward, à la fin du match, dimanche, il a pas mâché ses mots, pardon. Il a clairement dit que l'état des Titans c'était terrible. Mais bon. Après, la véritable préoccupation à Nashville, c'est que Callahan, l'entraîneur, il semble sans réponse, incapable de trouver des solutions. Et déjà, le fait d'avoir cédé cette semaine l'appel des jeux si tôt à un autre membre du staff, ça c'est révélateur et ça n'augure rien de bon pour les Titans. Et c'est aussi un message négatif envers son équipe, les fans, le staff. C'est le message d'un head coach qui se sent incapable de diriger son équipe en attaque et plutôt que de changer sa stratégie, il préfère passer ce cadeau empoisonné à quelqu'un d'autre. Enfin bref, il se dédouane un peu de ses responsabilités. Mais c'est pas que sa faute. Cam Ward, il n'est pas exempt de tout reproche. En 4 matchs, 15 sacs reçus, 2 passes de touchdown, 2 interceptions. Est-ce que c'est vraiment la faute de Callahan, l'inoffensive des receveurs? Oui, peut-être, mais pas seulement. Ward, il prend pas mal de mauvaises décisions. Ces 2 passes interceptées, c'est quand même sa faute. Et il a tendance à beaucoup trop attendre avant de passer le ballon, ce qui est un problème quand la ligne offensive n'est pas solide. Un autre flop, c'est les Cleveland Browns et surtout leur unité offensive. Alors là, il y a un problème avec Flacco, parce que Joe Flacco, le quarterback, c'est 6 interceptions en 4 matchs, 2 passes de touchdown seulement, et une moyenne de 14 points par match. C'est terrible. 17 points, c'est le nombre maximum qu'ils ont réussi. C'était contre Baltimore il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines, et ils avaient pris une rouste. Ils avaient une grosse défaite. Alors cette situation, c'est intenable. Alors que la défense est énorme. Mais en attaque, bon, il y a quelques joueurs prometteurs. Il y a Quinton Jenkins, il y a Isaiah Bond, il y a aussi le Titan Harold Fanning. Ok, mais là, on voit très bien que ça ne marche pas. Est-ce que ça serait pas l'heure de Dylan Gabriel, le Shedder Sanders? Peut-être, mais c'est pas sûr que ces joueurs y fassent mieux. Les joueurs autour, le soutien n'est pas énorme, donc est-ce que ça marcherait? C'est pas sûr. Mais Stefanski, il est sous une pression énorme, que ce soit des médias ou des fans locaux, et aussi peut-être du propriétaire qui, à mon avis, pourrait forcer la main de son entraîneur et choisir le quarterback à sa place. On avait déjà vu ça lors de la draft. Hein. Le choix de Shedder Sanders, c'est clairement un choix qui venait des dirigeants en haut, pas de Stefanski, pas du manager général, ça c'est clair. Donc à mon avis, ça pourrait arriver très vite, surtout que Stefanski, il joue son poste aussi. Donc voilà, à mon avis, faudrait pas s'étonner de voir dans la semaine un changement de quarterback. L'affiche de la semaine, sur le papier, elle était très alléchante. Kansas City contre Baltimore. Ces dernières années, on a vu des affrontements énormes entre ces 2 équipes. Mais là, on va pas se mentir, hein, ce dimanche, la confrontation était décevante, surtout pour nous, les fans neutres. On a vu les Chiefs vraiment dominer ce match, vraiment au-dessus. Patrick Mahomes, on aime ou on déteste, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde. C'est le GOAT. Excellent, excellent. Là, imaginez, la stat de 4 quatrième down réussis sur 4, c'est grâce à lui. Il a une capacité à lire le jeu, à être précis dans ses lancers. Il mène son équipe, son unité offensive à la baguette. Ils le suivent tous. C'est vraiment un leader incroyable. Et tellement incroyable qu'il vient de battre un nouveau record. C'est le plus jeune joueur à atteindre la barre des 250 passes de touchdown. C'est assez impressionnant. Et il portait son équipe vraiment sur ses épaules dimanche. 25 passes complétées, 4 passes de touchdown, pas une interception, que des bons choix. Bref, et surtout la sensation où, quand vous regardez le match, vous sentez que, vous le voyez à chaque drive, il faisait avancer son équipe. La sensation de danger, elle était permanente. Les Chiefs, ils ont punté une seule fois dans tout le match, dans le dernier quart-temps. Toutes les autres séries de jeux, les autres drives, elles se terminaient en points, à part un field goal gratté, mais c'était vraiment impressionnant. Et je me mets à la place des défenses adverses, ça doit vraiment être frustrant. Ils doivent jouer avec la peur au ventre. On le voit même au sol. Il a une bedaine visible, mais pourtant il est inarrêtable. Ils n'arrivent pas à le plaquer.
C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Pour les Ravens, par contre, là, c'est vraiment c'est la Bérésina, parce que troisième défaite en 4 matchs, et puis le nombre de blessés, la liste des blessés qui n'en finit plus. Lamar Jackson, il devait céder sa place dans le troisième quart-temps, il se tenait la cuisse. Et c'est pas le seul, parce que dans ce match, ils ont perdu le plaqueur offensif, Ronnie Stanley. Ils ont perdu Roquan Smith, Marlon Humphrey, et le cornerback Nate Wiggins, pardon. Ils sortaient tour sur blessure. Avant le match, ils étaient déjà privés de Mady Bouquet, le plaqueur défensif, le pass rusher Broderick Washington, le cornerback Jair Alexander, le linebacker Kyle Van Noy. Ça fait beaucoup, parce qu'en tout, c'est 7 titulaires en défense absents. C'est beaucoup trop, surtout face à une équipe aussi forte. C'était mission impossible. C'est le grand retour de la minute éducative. Alors, c'était pas prévu avant le week-end, mais il y a eu une action ce week-end qui m'a fait penser que on avait vraiment besoin de cette section. Et pourquoi? Alors, on va parler d'une action qui a créé beaucoup de confusion chez les fans, sur les réseaux sociaux, dans les médias, lors du match entre Pittsburgh et Minnesota, dimanche après-midi. En fait, c'est le touchdown, le pick six qui a été annulé à Jalen Ramsey et aux Pittsburgh Steelers. Dans le premier quart-temps, on voit le coureur des Vikings, Jordan Mason, qui perdait le ballon sur un plaquage. Ramsey récupérait le ballon et courait marquer un touchdown pour son équipe. Tout allait bien, sauf que quelques secondes plus tard, les arbitres allaient faire appel à la vidéo, puis annuler le touchdown. Alors pourquoi? Regardez les images. Et les arbitres, ils expliquaient en fait que bien que Mason, il ait perdu le contrôle du ballon, il avait ses jambes étaient en touche lorsqu'il tombait, et il avait la main sur le ballon. Et il y a une règle qui dit que dans ce cas-là, le ballon est considéré comme ballon mort, et donc le jeu est donc fini. Donc c'est une règle qui était peu connue, et imaginez parmi les centaines et centaines de règles du football américain, c'est infinissable. Mais bon, justement, c'est grâce à des actions comme ça, bien que rares, que nous pouvons apprendre de nouvelles règles et en savoir encore plus sur ce sport. Alors, vous le voyez, on a la casquette de coach, le casque, la feuille de jeu. Vous savez ce que c'est? C'est la palette du punter. Et aujourd'hui, on va passer de l'autre côté. On a parlé beaucoup de l'attaque ces dernières semaines. Aujourd'hui, on va parler défense et le pass rush de Pittsburgh contre Minnesota. On va donc analyser 2 blitz des Pittsburgh Steelers. Ok? Alors le premier, arrêtons-nous une seconde sur la formation. Et vous voyez avec les couleurs, en fait, ce sont les différents postes de la défense de Pittsburgh Steelers. Donc en rouge, on a les plaqueurs défensifs. En jaune, c'est pas très clair, mais c'est sur les côtés à côté des 2 plaqueurs défensifs, on a les outside linebackers, c'est-à-dire ce sont les edge rushers, ok? Les linebackers qui jouent sur le côté. Ensuite, en vert, on a les linebackers. En noir, on a les cornerbacks et en bleu, on a les safety. Ok? Et là, vous voyez que la formation, bon, en général, on a les linebackers qui sont derrière les plaqueurs défensifs. Là, c'est pas le cas. Et normalement, les cornerbacks sont un peu plus bas. Surtout celui qui est sur la ligne de scrimmage. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, en fait, si vous voyez, il y a 7 joueurs des Steelers sur la ligne de scrimmage. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont tous blitzer? Non. Non, pas du tout. Par contre, c'est ce qu'on appelle un look. C'est-à-dire qu'ils vont se placer comme ça sur la ligne de scrimmage, en fait, pour confondre l'unité offensive de Minnesota, pour leur faire croire qu'ils vont peut-être blitzer à plusieurs joueurs. Et ils vont blitzer à plusieurs joueurs, donc regardons de suite l'action. Ok, vous voyez le blitz et Wentz qui se fait attraper. D'accord? Regardez sur une autre image, un autre angle, ce qui se passe. Ok, donc on voit bien que le blitz, il arrive de partout, mais pas forcément de là où les joueurs des Vikings pensaient. D'accord? Alors si vous regardez, les safety ne bougent pas, ok?
les trois cornerbacks, en fait, le numéro 5, Jalen Ramsey, qui va faire semblant de blitzer, en fait, non. Vous voyez que ses yeux, au début de l'action, pardon, je vais remonter un peu. Regardez comment il tourne sa tête. Alors, regardez Jalen Ramsey qui est en bas de la ligne de scrimmage, okay, ben, numéro 5. Regardez ce qu'il fait là. Il regarde le quarterback, ok? Il regarde le quarterback comme s'il allait le blitzer. Puis, regardez ce qu'il fait. Hop! Vous avez vu? Il tourne sa tête, en fait, vers l'attaquant, vers le receveur des Vikings, et il va le suivre. D'accord? Et on voit que les cornerbacks, là, ils font du man et coverage. Et on va avoir, en fait, 5 joueurs qui vont tenter de blitzer Carson Wentz. Ok? On a les 2 plaqueurs défensifs, les 2 outside linebackers, et même les 2 linebackers. Ok? Donc, 6 joueurs de la ligne de scrimmage qui vont tenter de blitzer et qui vont réussir. Si on regarde les images encore. Et voilà, il se fait attraper, je crois que c'est le numéro 51. Ok, maintenant on va regarder une autre action, un autre blitz, d'accord? Alors déjà, on va regarder la formation, ok? Cette fois-ci, elle est un peu plus traditionnelle, ok? Et vous le voyez sur mon tableau. Vous voyez, on va regarder en fait, on va voir en rouge les plaqueurs défensifs. Sur les côtés en jaune, ce sont les outside linebackers. Ensuite, on va voir les cornerbacks qui sont très hauts sur la ligne de scrimmage et on va voir dans une seconde pourquoi. Derrière la ligne de scrimmage, on a les 2 linebackers, on a un autre cornerback et en bas, on a les 2 safeties qui sont plus pour on va dire le marquage en zone, d'accord, pour la couverture. Ok, si on regarde la vidéo, wow, qu'est-ce qui se passe? Que fait le numéro 25? Que fait le safety? Alors là, ça s'appelle un safety blitz pour confondre encore plus la ligne offensive de Minnesota. Plutôt que d'avoir seulement les joueurs de la ligne de scrimmage qui blitz, ils vont faire venir un joueur de loin. Et ça arrive, des fois c'est un cornerback blitz, là c'est un safety blitz. Bon, il rate parce qu'en fait, Carson Wentz se baisse, il passe au-dessus, comme vous voyez sur les images, mais le pass rush est bon, tellement bon que Wentz, il perd le ballon, mais heureusement pour eux, le ballon est récupéré par un joueur des Vikings. Alors, si vous voyez sous cet angle-là, regardez le 25, le safety, d'un coup, hop, vous voyez, il regarde le centre pour voir à quel moment il va déclencher le snap, et il part. Et il part, et bon, avec un peu de chance, il aura attrapé Carson Wentz. Il était presque, d'accord? Si vous regardez les autres joueurs autour, qui d'autre va blitzer outre le safety? Alors, si on regarde sur le premier angle, vous allez voir que... Ok, alors j'ai compté, alors peut-être je me trompe, mais moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs une nouvelle fois qui vont blitzer. D'accord? Une nouvelle fois, Jalen Ramsey, qui est pratiquement sur une de scrimmage, mais lui, là, même si on regarde le quarterback, là, on voit, par contre, là il est en marquage individuel, ok? Les 3 cornerbacks, là, ils sont en marquage individuel, clairement. Il y a le safety, le 22, qui reste en arrière, le 25, comme on a dit, qui tente le blitz. On a aussi un linebacker, le numéro 6. Regardez les images, il reste en couverture. Alors que l'autre linebacker, le 41, lui, il va partir faire le blitz aussi, pour ajouter un corps de plus et essayer d'attraper Carson Wentz. Ok, donc c'est ce qu'ils appellent les looks. Ok, les different looks, c'est-à-dire qu'ils vont offrir différentes versions, différentes formations, et à chaque fois, c'est pas les mêmes joueurs qui blitzent. Donc forcément, ça confond énormément une attaque, un quarterback, une offensive. Et Pittsburgh Steelers, ils ont vraiment fait à merveille sur ce match-là, tellement qu'ils ont réussi à saquer Carson Wentz 6 fois. Passons aux prédictions. Une bonne semaine, une semaine positive avec un 3 sur 5. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. On continue sur notre série, un bilan encore positif. Passons aux prédictions de la semaine 5 avec 5 matchs comme d'habitude. Donc, on va commencer avec le derby de Californie. Je vois les Rams battre les 49ers. Les Rams sont pronostiqués vainqueurs avec un avantage de 3,5 points. Je les vois battre les Niners avec
plus de 3 points et demi. Donc, donnez-moi les Rams. Saints contre Giants. Les Giants sont favoris, mais je voyais les Saints gagner, puis après avoir réétudié, regardé des vidéos une nouvelle fois sur le match des Giants, je vois les Giants gagner. Philadelphie contre Denver, ça s'annonce un gros affrontement, mais Philadelphie semble imprenable en ce moment, donc je vois les champions en titre gagner. Seattle contre Tampa Bay, ça va être un match qui promet entre deux très très belles équipes. Seattle est favori, mais je vois Tampa Bay gagner ou perdre de moins de 3 points. Et le dernier match, c'est Chargers contre Washington. Washington, ils sont pas terribles. Les Chargers viennent de perdre leur premier match. Donc, je vois les Chargers gagner ce week-end, battre les Commanders, enfoncer les Commanders dans la crise. Peut-être. Je crois que on va passer un peu plus d'1 minute sur le football universitaire qu'on a eu droit. On a eu droit à un superbe programme ce week-end. Il y avait le classico de la ACC, le classico du football universitaire américain, Alabama contre Georgia. Et Alabama est parti s'imposer à Georgia dans son enceinte, alors que Georgia, les Bulldogs, étaient invaincus chez eux depuis 33 matchs, depuis 2021. Un record énorme, mais Alabama a su faire tomber les Bulldogs. Chapeau à l'entraîneur Kalen DeBoer, qui a su redresser la barre alors qu'il était sous le feu des critiques après la défaite lors du premier match de la saison à Florida State. Il a su changer, il a su parler à ses joueurs, il a su faire des changements. Cet Alabama, l'Alabama qu'on a vu ce week-end, ils peuvent gagner la SEC, ils peuvent gagner le championnat national, avec des stars comme Caden Proctor. Vous pourrez voir sur les images le plaqueur offensif, il est prédit au premier tour de draft et apparemment il peut se jouer receveur dans un superbe joueur. Le quarterback Ty Simpson qui a été impressionnant. Les receveurs Bernard, Ryland Williams, des superbes joueurs, vraiment. Par contre en face, l'entraîneur Kirby Smart, il faisait mine grise parce que pour lui, la malédiction continue. 7 défaites en 8 rencontres face à Alabama. L'équipe dont, d'ailleurs, il était le coordinateur défensif pendant de nombreuses saisons sous Nick Saban. Il n'arrive pas à les battre. C'est terrible pour lui. Dans le Big Ten, il y avait un gros match ce week-end. C'était Oregon qui jouait à Penn State. Penn State, c'est un des grands favoris cette saison. Ils ont tous les joueurs seniors, vous savez, tous ces joueurs de dernière année qui décidaient de rester à Penn State avec comme objectif de gagner le titre de champion national. Et bien Oregon est allé gagner chez eux. Ils sont allés gagner chez eux et pour l'entraîneur des Nittany Lions de Penn State, James Franklin, c'est pas bon du tout parce qu'il continue sans réussir à battre une grosse équipe. C'est terrible pour lui. Alors que de l'autre côté, Oregon, ils ont perdu beaucoup de joueurs l'intersaison, beaucoup de joueurs titulaires qui sont partis à la draft. Mais ils ont su, dans l'année, l'entraîneur, il a su développer de nouveaux joueurs, notamment le quarterback Dante Moore, qui était remplaçant de Dylan Gabriel la saison dernière. Et cette année, il est excellent. Il est candidat, un des clairs candidats et favoris au trophée Heisman, trophée du meilleur joueur. Vraiment, vraiment excellent. Et une statistique impressionnante d'ailleurs, c'est que les Ducks, ils ont rejoint la conférence Big Ten l'an dernier, donc ça fait un peu plus d'1 an. Et à 1 saison et demie presque, ils n'ont toujours pas perdu le moindre match dans le Big Ten, qui est pourtant une des tout meilleures, si ce n'est la meilleure conférence du football américain universitaire. C'est juste impressionnant. Ils ont battu tous les gros bras du Big Ten. Ils ont battu Michigan et Ohio State pendant la saison régulière l'année dernière. Là, ils viennent de gagner à Penn State. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, ils gagnaient après prolongation ce samedi à Penn State, mais sur le papier, ils étaient bien meilleurs. Dans les statistiques, ils étaient bien meilleurs. Ils ont dominé complètement le match. Ils ont eu un petit passage à vide dans le 4e quart-temps, c'est pour ça qu'ils se sont fait peur, mais si on regarde la physionomie du match, ils ont été clairement supérieurs et ils sont un des clairs favoris au titre de champion national cette année. Et on a eu une grosse surprise ce week-end, c'était les Virginia Cavaliers, modeste équipe de la conférence ACC, la Atlantic Coast Conference. Ils faisaient tomber les Seminoles de Florida State, qui pourtant étaient impressionnants et invaincus jusqu'alors.
C'est un match qui était un véritable festival offensif, imaginez. 48-36. Ok, il y a eu des prolongations, mais quand même, 84 points au total. C'était incroyable, incroyable ce match. C'était un match piège pour les Seminoles. Et les joueurs de Mark Norvell, ils sont tombés en plein dedans. Ils étaient incapables de freiner l'attaque des Cavaliers de Virginia. Pourtant, ils sont très loin d'être du niveau d'un Alabama, qu'ils ont battu il y a quelques semaines, ou de Miami, qui arrive le week-end prochain pour Florida State. Bref. Pour Virginia, en tout cas, c'est peut-être c'est peut-être la plus belle victoire de leur histoire récente. Et vous le voyez à la fin du match, avec cette interception qui scellait le sort du match. Et vous voyez comment les fans des Cavaliers, ils envahissent le terrain. Enfin, ça valait vraiment la peine. Une superbe victoire. D'ailleurs, pour l'anecdote, vous voyez le joueur de Florida State qui se fait marcher dessus. Il va bien, hein. Il va bien. Il a eu un peu peur, j'imagine. Sa famille a dû avoir très peur s'il regardait la télé en direct. Mais non, il va très bien. Donc, on a eu vraiment un superbe week-end de football universitaire avec des très beaux matchs, beaucoup de suspense. Des matchs vraiment à quitte ou double qui se décidaient en toute fin de match. On a eu des retournements de situation, des équipes qui ne lâchaient rien. Bref, le reste de la saison s'annonce vraiment, vraiment passionnant.